Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred, moi, salut, bonjour, salut, et moi-même Owen. Y a-t-il des sportifs ici? Non. Bah on peut. Oui. Moi aussi, Julien fait pas le. Voilà. Tu fais du quoi? Du jiu-jitsu. Oh. Voilà. Parce que dans ce DCP, on va courir dans tous les sens, nager à fond, marquer des dunks et des buts. Bref, on va mettre notre plus beau survêt pour parler de Marty Suprême et vous faire un dossier sur les films de sport. T'as pas eu le dress code apparemment, parce que si c'est censé être survêt. Bah oui, là t'es en chemise. Je reviens du travail. T'es pas à l'aise là pour faire du ping-pong? Bon, il porte une chemise dans le film. Ah oui? Ouais. Ok. Voilà. Des polos, non? Des polos, Des des polos. chemises. Non, c'est pas des chemises, c'est des polos. Bon, et Fred nous parlera quand même en rattrapage du mystérieux regard du flamant rose. Du flamant rose. Flamingo. Et je conclurai l'épisode avec mon joker. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. C'est peut-être le film le plus marketé de l'histoire d'Hollywood. Oh oui. Peut-être pas, faut pas Il y a abuser. une bonne C'est juste, com quand même. c'est juste qu'on l'a vu partout, mais est-ce que c'est le film qui est le plus marketé? En tout cas, quand tu coches la case Sphère de Las Vegas, voilà. Est-ce qu'il y a eu un petit jouet Marty Suprême dans ton Happy Meal? Voilà. Tu vois, c'est Bah, pas je me souviens d'une époque où le là. marketing, Oui. c'était ça. Et est-ce qu'il y a des tables de ping-pong au MK de bibliothèque? Oui. Timothée Chalamet s'est donné corps et âme pour promouvoir un film à l'image de son ambition, avec Josh Safdie à la réalisation. Mais derrière cette campagne de com aussi ahurissante qu'envahissante, il y a un film. Et que vaut-il? Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir. Tu as besoin d'aide? Je peux t'aider. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Attention, il va y avoir des spoilers. Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Et ce n'est pas un biopic. C'est inspiré de Voilà. faits réels, mais très librement inspiré. Hein. Voilà. Vas-y. Ah Non mais t'as l'air parti, donc Ah vas-y, bon vas-y. Fonce. Bah, je pense que c'est vraiment très bien. Ah ouais. Ouais. Autant de traits. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah en fait, je trouve que la plus grande qualité du film, c'est de me faire oublier qu'il dure 2h30. Je suis entièrement d'accord. Alors Moi, je ça, trouve que le film, tu ne t'ennuies pas du tout. Ça passe très vite. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est ça, c'est le rythme du film qui est quand même assez impressionnant, notamment en termes d'écriture et de montage. On s'ennuie pas et c'est franchement assez impressionnant de voir ça. Bien que j'étais parti pour le détester au vu de la campagne avec marketing qui personnellement m'avait gonflé mais au plus haut point. Donc j'étais pas parti avec des bons a priori sur le film, mais force est de constater qu'à un moment donné, même si tu pars pour détester un film, quand le résultat est là et qu'il est bon, bah tu ne peux que dire qu'il est bon, quoi. Mais moi, du coup, c'est mon premier Safdie. Mais Mais Good voilà, Time. en fait, ce qui est dur pour moi, c'est que j'ai trop comparé Marty Suprême avec les autres films des frères Safdie. Je trouve que du coup, là, sur celui-là, parce que j'ai aussi vu Smashing Machine l'année dernière, qui était totalement raté, qui avait rien à voir avec les films des frères Safdie. Pour le coup, je trouvais que Benny s'était énormément détaché de ce qu'il avait pu faire avec son frère. Là où Josh Safdie, bah, il reprend exactement la même formule de ce qu'il pouvait faire avec son frère. C'est de prendre un personnage très antipathique, un personnage qui se met dans la merde, qui va aller d'un plan B, un plan C, un plan D, qui va jamais réussir forcément à atteindre ce qu'il a envie d'atteindre, et à la fin qui est vraiment mais totalement bon, après je vais pas spoiler Marty Suprême, mais là il prend des petites directions très différentes de ce qu'il avait pu faire avant, mais ça reste toujours le même concept. Ouais, c'est des tentatives de remonter la pente, mais qui C'est le ça. font chuter Il de prend plus en toujours plus. un autre plan en fait. Il tente le plan A qui ne marche pas, donc il tente un plan B, ensuite t'as un plan C, donc c'est toujours le même concept. À la limite, le seul truc où je suis un peu plus dur avec Marty Suprême, c'est que quand je le compare à Good Time ou encore à Uncut James, je trouve que le film, je suis quand même moins sous la pression que j'avais pu ressentir avec ces deux autres films. Bah moi j'ai vu que Good Time des frères Safdie, et pour faire la comparaison, je trouve que justement c'est un film qui reprend, comme tu disais, les concepts que mettait Safdie, mais du coup plus grand public, et je trouve ça beaucoup plus agréable parce que du coup c'est plus grand public, plus de budget, plus blockbuster finalement, et plus grand spectacle, et du coup moi je trouve que le pari est réussi. C'est-à-dire que je suis vraiment, ce que j'attends de ce genre de film, c'est un film avec une grosse tête d'affiche, Timothée Chalamet, un film sur lequel tu as de la grosse promo, 2h30 où tu vas au cinéma, tu ressors, tu as passé un très bon divertissement. Grand public. Je dis grand public plutôt, je dis grand public au sens où ça vise vraiment tout le monde pour le coup. Parce que il y a le générique de début. Même générique, ouais, même les musiques, tu vois, un peu années 80 qui sont reprises pendant le film, oui. Mais tu vois, moi je m'attendais pas vraiment à ce genre de récit-là en fait, parce que
on nous a fait toute une com sur les balles de ping-pong, sur Timothée Chalamet qui joue au ping-pong, et finalement c'est pas le nœud du film, parce que le nœud du film c'est Timothée Chalamet qui a une destinée qui est de jouer au ping-pong, mais la destinée elle est entravée par le fait qu'il a pas d'argent, et finalement tu suis n'importe quel film d'un personnage dans le New York des années 50 qui essaye de trouver de l'argent pour s'en sortir. Dans les autres films aussi, c'est toujours ça, c'est Good Time, c'est la même chose, Robert Pattinson qui veut trouver de l'argent pour libérer son frère, Uncut James c'est un mec qui est accro au paris sportif et qui n'arrête pas de miser et qui perd tout à chaque fois, c'est toujours le rapport de l'être humain avec l'argent et comment il veut toujours aller plus loin en fait. Mais ça c'est un truc que je trouverais dommage parce que je m'attendais à ce que le ping-pong soit au centre du film. Finalement le centre du film c'est trouver un moyen de trouver de l'argent, ce qui est très vu, mais en même temps, ça le fait très bien. Le film réussit à muer, j'ai envie de dire, en un film sportif, into un drama, into un thriller. Enfin, je trouve que le mélange des genres fonctionne très bien. Et en fait, le seul problème que j'ai avec le film, c'est Timothée Chalamet. Oui, j'allais y venir aussi. Ouais, c'est dommage. Alors je trouve que la performance est très bien et je trouve même que c'est très pertinent qu'il fasse ce rôle-là à ce moment-là. Mais j'ai pas d'attachement pour le personnage parce que c'est un petit con en fait. J'allais y venir. En fait, désolé, je vais beaucoup comparer aux autres films, mais parce que j'aime bien la comparaison. Je trouve que dans les autres films, donc Good Time et Uncut James, c'est des gros connards aussi. Mais t'arrives quand même à avoir une certaine humanité dans ces personnages. T'arrives à avoir par exemple, Robert Pattinson, le truc c'est que c'est un énorme connard qui arnaque tout le monde parce qu'il aime son frère. Ouais, mais il l'aime. Il utilise aussi son frère pour de l'argent. Mais tu ressens qu'il a de l'amour pour son frère, que c'est vraiment quelqu'un d'important pour lui. Uncut James, même chose, c'est qu'il aime vraiment sa famille en soi, Adam Sandler. Il y a quand même il y a toujours un lien un peu avec la famille. Là où, dans Marty Suprême, je trouve que c'est un peu mal géré, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'à aucun moment Marty Suprême a d'attachement pour cette personnage féminin ou pour l'enfant à naître, quoi. Moi, je trouve que justement, tu peux t'attacher au personnage de Marty parce que c'est juste un mec qui a un talent, mais vu que, comme disait Wayne, il n'a pas d'argent pour réussir dans ce monde-là, et ben il peut pas arriver à atteindre sa destinée. C'est juste un mec qui essaye de tu le vois dans toute la première partie du film, c'est-à-dire qu'il essaye de fréquenter les grands hôtels, il essaye de se la jouer comme un grand financier américain, un grand businessman, mais en fait le réel le rattrape. Et c'est pour ça que tu le vois toujours s'enfoncer plus, mais finalement c'est juste un petit con qui essaye d'arnaquer des gens, mais il fait rien de mal réellement. Bah si, mais comme tu dis, en fait c'est un film de seul contre le reste du monde, et c'est vrai que l'ambition de Marty, elle est légitime en soi, parce que le gars, il va à un championnat de ping-pong et il va en finale, et il perd en finale parce que il y a un mec qui arrive avec une technique que personne n'a pu expérimenter avant, et donc forcément il arrive face à une nouvelle technique, il peut pas gagner. C'est un mec qui a besoin de prouver au monde sa légitimité, et le monde entier arrête pas de l'écraser, de le mettre sous une botte, et jusqu'à sa dualité avec et Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Enfin, Kevin Spacey / Dick Cheney / le gars très riche. Rockwell Link, là, le mec de Rockwell. Voilà. Qui est un homme d'affaires, qui est pas un acteur de base, c'est juste un homme d'affaires. Ah, je parlais du personnage, moi. Mais l'acteur. Oui, l'acteur, je sais, c'est le mec qui veut être mon associé, mais aux États-Unis, quoi, qui est un gros patron et qui se lance dans plein de business comme ça. Non, je voulais juste te dire que, bon, je rappelle, j'aime bien le film. Mais je trouve que la rédemption du personnage, elle est pas assez importante, parce que tout ce qu'il fait dans la première partie du film, pour moi, c'est le truc n'est pas assez gros derrière pour que je me dise t'as mérité ce que t'as eu. Il en bave. Alors certes, il en bave, mais pour moi, il en bave pas assez vu tout ce qu'il fait. Mais par rapport à ce qu'il fait, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait de mal? À part qu'il est juste extrêmement excentrique et qu'il est autant envers tout le monde. C'est juste une tête à claque. Mais en soi, qu'est-ce qu'il fait de mal? Oui, bah c'est sa tête à claque, moi ça va. Parce que quand même, le mec se retrouve littéralement à la rue. Le mec se retrouve sans moyens financiers, il est obligé de s'humilier à un point. Oui. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que il lui arrive tout ça, mais parce que il se brûle toujours les ailes. Il arrive pas, il en veut toujours plus. Ouais. C'est-à-dire que tu prends juste cette scène avec Gwyneth Paltrow où il pourrait récupérer le collier. Voilà. Il pourrait très bien sortir à ce moment-là, mais non, faut qu'il en fasse toujours plus. Justement, c'est son ego. En fait, c'est ça, c'est son ego. Le problème, c'est son ego, et du coup, le nombre de fois où il aurait pu juste mettre son ego de côté et réussir à ce qu'il a eu au lieu de faire qu'il y ait tout ce qui arrive. Je suis désolé, prends la solution. À un moment donné, mets ton ego de côté, prends la solution de facilité. Et le but du film, je sais que le but du film, c'est que justement, il mette cet ego de côté sur la fin et qu'il se recentre sur lui-même et qu'il se recentre un peu sur ce qui est essentiel. Mais je ne sais pas. Pour moi, il y a trop de choses au début du film qui me font me dire tous les choix qu'il fait me disent tu l'as un peu mérité quand même, mec. Mais moi, j'aime beaucoup c'est pas une rédemption, mais la fin du film, parce que finalement, tu dis, il se fait tellement humilier, il se fait tellement
rétamé par terre à un point où en fait il n'est plus rien, quoi. Il a un talent brut, mais on lui destitue tout ce qu'il peut faire, et en fait le seul truc qui peut lui rester, c'est de gagner un foutu match de ping-pong. Et moi je te jure que le dernier match de ping-pong, je l'ai trouvé super intense, parce que justement, c'est vraiment, on ressent tout juste sur son talent, peu importe son caractère, peu importe tout ce qu'il a fait avant. Là, il est en train de jouer contre le numéro 1 mondial, et c'est fort. Mais bizarrement, moi, le dernier match de ping-pong, j'étais pas tant investi que ça. Et pourtant, il est génial C'est le problème. parce que justement, un film classique de sport aurait fait ce combat final en finale des championnats du monde. Là, c'est pas le cas. C'est juste un match d'exhibition que tout le monde oubliera, puisque de toute façon, il participera pas Au championnat mondial. Et Voilà. encore une fois, pourquoi il y a ce match-là ? Parce que son ego. Oui, parce que non, je vais pas me faire battre parce que c'était prévu, etc. On va essayer d'y aller pour tenter. Je vais essayer de chauffer l'ego de mon adversaire pour que ça et du public pour que ce match se déroule réellement, on va Mais dire. parce qu'il a besoin de se prouver à lui-même qu'il lui reste au moins ça, son talent. Parce qu'il a tellement perdu tout, il a au moins ça. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai un problème aussi avec la fin. Je la trouve tellement trop optimiste et je suis pas habitué à ça. Moi, j'aime les fins nihilistes, j'aime les fins tragiques. Et c'est un personnage qui fait que de la merde, qui je trouve qu'il n'a pas eu la monnaie de sa pièce pour le coup. Je trouve ça un peu trop simple d'un coup, la fin, le côté un peu. Le message un peu paternel, enfin tu vois, le truc un peu la rédemption. Enfin, je sais pas. il a une forme de rédemption, mais ça l'oblige quand même à abandonner sa passion et son rêve finalement. Donc ça lui oblige totalement à changer de vie. Donc moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien en termes purement scénaristiques. Là, c'est le personnage qui vous exècre. Ouais. C'est le personnage que vous aimez Non, pas. justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, à la limite, je suis content de détester ce personnage parce que ça va de pair avec ce que devient Timothée Chalamet actuellement. Mais par contre, Bah. C'est ça. C'est que le mec ne joue pas en fait. Et c'est Il est pour vraiment Timothée Chalamet. Et c'est peut-être pour ça que le film a été écrit pour lui. Et c'est pour ça que je trouve que ça arrive à un bon moment dans sa carrière, ce que je disais un peu plus tôt là. Pour moi, c'est vraiment un parallèle où c'est pour ça potentiellement qu'il va gagner meilleur acteur pour moi aux Oscars. C'est parce que tu peux faire un parallèle avec sa carrière, Oui. tu vois, et de la réception que les gens ont de ses performances. C'est ça. Et je trouve ça super pertinent quand même. c'est un film à l'image de son ambition. Et de toute façon, c'est lui le producteur, c'est son bébé. Enfin, c'est son bébé. C'est le film de Josh Safdie. Mais c'est le film Il est écrit pour lui, c'est ce qui voilà, a été dit, tu vois. qui l'a poussé le plus loin. Et quand il y a eu Dune 2, il était nommé aux Oscars. Et moi, pour Dune 2, je m'étais dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour Timothée Chalamet. Et ben maintenant, je pense que Marty Suprême, tu vois, c'est le moment. C'est le moment où Timothée Chalamet, ça y est, il a passé la trentaine, il a fait ses preuves. Moi, le Chalamet de l'époque de Call Me By Your Name, je m'en fous. Mais là, ce Chalamet-là, qui regarde en face à face Leonardo DiCaprio, qui était à peu près la même chose dans les années 90, hein, par rapport aux autres immenses stars de Hollywood, type Robert De Niro, bah, je trouve que c'est le moment où Chalamet, il a gagné sa légitimité. Et en même temps, c'est ce dont parle le film, c'est de légitimité dans la cour des grands. Oscar, pour Chalamet. On verra. Hein. Il y a eu les Grammy où ils ont gagné. Hein. Ouais, c'était marrant. Les BAFTA. Des BAFTA. Mais c'était le Golden Globe qu'il avait eu, non ? Ouais, je crois. On est tellement pas sûr de nos infos, c'est Ah mais non, il va avoir les Césars. Non mais ça c'est oui. Mais ça il est pas nommé ça. Ah bon? Bah non. Non mais il fait exprès. Il fait exprès. Mais non mais il fait exprès. Bah oui, je Il fais joue exprès. trop bien. Il joue trop bien. Merci. Oscar T'es pour pas un moi. peu Chalamet, toi T'es- C'est toi, Chalamet. Mais bon, revenons au film, parce que en vrai, au-delà juste de Marty Mauser, c'est quand même film choral, peut-être pas, mais c'est un film avec une panoplie de personnages qui est quand même assez riche. Il y a Tyler the Creator, il y a sa copine, il y a le gars avec son chien. Je trouve qu'il y a une panoplie de. Qui est Abel Ferrara. Abel Ferrara. Oui. Qui a truc Ben de ouf. Ferrara, Voilà. putain, ok. Il y a une panoplie d'identités de personnages que je trouve très forte dans le film. Je trouve que tous les personnages sont assez identifiables et avec leur crasse, mais tu les retiens tous. Ah oui, un truc que j'avais noté dans la mise en scène, je sais pas si vous l'avez si ça vous a fait cet effet-là, j'ai trouvé ça très bizarre pour un film très blockbuster à ambition comme ça, un peu grand public, qui est autant de plans rapprochés. Oui, non, Alors, c'est oui. c'est le but de côté anxiogène. Justement, Oui, c'est voilà. des plans rapprochés mais à longue focale. C'est Ça, ça. c'est très important. Et ça, c'est ce qui faisait déjà le sel de Good Time et Uncut James. C'est que t'as énormément de très gros plans, mais tu sens qu'il y a toujours une espèce de flou derrière. Et donc, Ouais. c'est vraiment souvent filmé avec une longue C'est focale. ça. C'est un peu Puis- leur style. Puis les yeux restent pas systématiquement dans le cadre parce que les personnages sont tout le temps en mouvement. Des fois, genre, le cadre va s'arrêter au nez de Chalamet. Mais oui, ça
ça met dans de l'inconfort et en même temps c'est le but du film. Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça très efficace dans cet effet de mise en scène là, je l'ai trouvé très efficace. En plus, oui, en reparlant du rythme, le montage aussi, je trouve qu'il est très très bon, quoi. Et ça m'étonne pas d'ailleurs que ce soit coécrit avec le monteur du film, le scénar. Donc, Puis c'est extrêmement lisible, je trouve, parce que le ping-pong, c'est traite. Je veux dire, on a déjà vu des films de tennis comme Challenger, mais un terrain de tennis, c'est grand. Une table de ping-pong, c'est petit. Et justement, c'est ça, c'est quand il fait des matchs de ping-pong, il te fait des plans super larges, alors qu'il pourrait essayer de se rapprocher un peu plus. Parfois, il te fait des plans super larges. Ouais, mais je trouve le jeu de montage très intéressant parce que ça filme aussi les scores directement, en fait, et c'est très bien fait. Il n'y a pas besoin de passer 30 minutes sur le match de début, par exemple. Tu vois le changement des scores, tu vois l'évolution de Chalamet qui s'énerve, genre c'est très bien fait. C'est formellement très solide. Porté par un acteur super dans son rôle. Bah, qui est lui-même. Voilà. Moi, le seul gros bémol en vrai que j'ai, c'est les musiques. T'aimes pas le côté 80 synthétique? Ça me parle synthé. pas trop. Pourtant, je sais pas, pourtant, elles ont quand même, il y a un symbolisme dans ces musiques-là quand même. Ils utilisent Forever Young de Alphaville et Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Rien qu'avec les titres, bon, tu sens que le film, il va un peu, il cadre un peu ce truc-là avec ces deux titres-là, tu vois. Oui, et puis bon, il y a Peter Gabriel à un moment. Donc t'es content? Bah oui. Tous les films sont meilleurs avec Peter Gabriel. Et il y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Tu vois même pas qui c'est. Si. il est tellement gêné, je le fixe. Bref. En vrai, moi, je trouve ça vraiment très bien. Et pour le moment, j'ai vu 10 films en 2026. J'ai hésité à le mettre... Il est dans ton top 10, du coup. Smart. Pas encore aussi? Bah, en fait, je l'ai mis numéro 1. Waouh. Et aucun autre choix? Bah, j'ai hésité. Et en fait, j'ai mis 8 sur 10 aux deux. Mais par contre, j'ai mis un petit cœur en plus à Marty Suprême parce que pour moi, c'est un cran au-dessus. Ok. Voilà. C'est fort. Franchement, j'avais... La communication du film m'a un peu gonflé, mais en même temps, le film, Bah, ça a aidé, hein. C'est un phénomène maintenant, tu vois. Et en même temps, toute la communication, c'est comme tu disais, c'est basé sur le tennis de table. Et le film a beaucoup plus à offrir que ça. Donc t'as un vrai portrait social derrière, donc c'est très intéressant. Il y a eu plein de trucs, il y a le fameux leçon que Timothée Chalamet a fait avec le rappeur dont on... Ah oui. Je sais pas si vous savez, c'est qu'en gros il y a un rappeur, on pensait que c'était Timothée Chalamet derrière ce masque, en fait non, et donc ils ont fait un feat tous les deux, il y a eu la veste Marty Suprême, il y a eu le niveau marketing aussi, c'est fort quand même. Par contre, là on a le temps dans cet épisode parce qu'on a moins de contenu, mais ça me permet de poser une question les gars, parce que j'ai vu des gens être fans du film avant de le voir. Et c'est ça qui m'a dérangé. Et ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on puisse être fan d'un objet filmique juste pour sa com et juste pour l'image que ça en dévoile et qui rentre dans la salle en se disant oh là là, je sais que ça va être trop bien. C'est ça. Les gens en fait sont déjà. Bon, normalement, tu fais ça par rapport à ce que t'as entendu du film, la bande-annonce, les affiches, tout ça. Là, il y a eu des objets promotionnels qui ont été faits en amont, donc tu sais, tout ce qui a été dit, donc notamment le pop-up store qui a été fait au MK2. Les gens étaient dingues d'avoir ça parce que bon, d'une part ils savaient que ça allait se revendre bien, mais ça c'est un autre débat, mais d'autre part moi ça m'a paru bizarre d'être fan à ce point d'un truc que tu n'as pas vu encore. Ah, mais tu te sens déjà intégré au film, c'est ça qui... Bah ouais, mais moi je me vois pas acheter après c'est qu'un avis personnel, ça se trouve beaucoup de gens pensent autrement, mais je me vois pas acheter quelque chose d'un produit culturel que je n'ai pas vu. Genre je vais pas m'acheter je sais pas moi une affiche de 2001 l'Odyssée des Espaces et l'exposer chez moi alors que je l'ai pas vu encore. Oh, si c'est une belle affiche. Ah non, pour moi, faut qu'il y ait quand même faut que j'ai un attachement quand même au truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film a existé avant même de sortir. C'est quand même cool. C'est ça peut être une bonne étude de cas en fait. Mais c'est intéressant parce que The Brutalist avait ça l'année dernière, dans le sens où genre le film est déjà un mastodonte culturel avant qu'il sorte. Et je me souviens que The Brutalist, tout le monde était là en mode waouh, ça va être incroyable parce que ça renouvelle le cinéma classique hollywoodien, ça va durer 3h40 et il y a un entracte. Ouais, mais là, tu vois, rien que le fait d'avoir fait un son. Fait déjà que c'était déjà un mini produit culturel, tu vois, qui s'étend peu à peu. Non, je trouve ça très fort, hein. Ils ont bien géré. Et Timothée Chalamet, comme d'hab, il a toujours été hyper proche de ses fans, il a toujours eu une belle image auprès de ses fans et il a tout bien fait. Je trouve que ça développe du coup une idée, c'est les films qui veulent se prétendre déjà être des classiques avant même qu'ils sortent et avoir cette prétention-là. Et je trouve que The Brutalist, comme Marty Suprême, l'ont, mais je trouve que Marty Suprême est un petit peu plus légitime. Parce que vu qu'on vit dans un monde de franchise maintenant, où tous les films vraiment gros sont des suites, des films originaux comme ça, il y en a 2-3 tous les ans qui sortent.
Bon, un peu plus quand même. Plus que ça, quand même. Mais Abuse-toi. j'entends des vrais mastodontes, tu vois, genre comme The Brutalist qui a dit ah là là, je vais être un gigantesque film à Oscar qui va marquer l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il l'a fait au final? Pas trop. Marty Suprême, je pense un peu plus. Parce que c'était peut-être trop classiciste, Mm. The Brutalist. Là Ouais. où Marty Suprême l'est moins. Mais je pense que Marty Suprême, on en reparlera encore dans 15 ans. Moi, je le vois déjà plutôt comme un film culte, tu vois. Ouais. Genre, c'est le genre. Franchement, Marty Suprême, dans quelques années, tu l'auras aux UGC cultes, Oui, c'est etc. vrai. Ouais. Et c'est le genre de film, je pense que voilà, qui aura ces scènes qui seront souvent repassées Mhm. sur les contes, les trucs comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça va être un grand film. Sur ce, les chiffres? Oui, 65 millions de budget pour Marty Suprême, donc avec pour l'instant un box-office mondial à environ 155 millions, dont 95 millions aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était donc celle du 18 au 24 février, il a fait 447 565 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, mais le deuxième du box-office de la semaine derrière Marsupilami qui cartonne toujours autant. Waouh. Bon, sport. Alors, si vous nous écoutez, vous savez à peu près quel type de sport nous aimons. Jérém adore F1. moi j'adore le tennis. Et Julien adore Moi, j'aime plein de trucs, moi. le catch. Oui, ça c'est vrai. C'est Voilà. vrai qu'on t'a jamais entendu parler de catch. Bah si, quand on avait parlé de Iron Claw un peu. Iron Claw. Ah oui, Smashing Machine. C'est du MMA. Bah, je regarde un peu le MMA aussi. Les subtilités, moi, tu sais, ça se tape Bah, dessus. le catch c'est un divertissement, le MMA c'est un vrai sport. Ça se tape dessus. Pour moi, il y a des points dans la face. Bah, dans ces cas, le tennis et le paddle, c'est la même chose. Le hockey. Tu fais attention à ce que tu dis. Ah, non. Bon, qui veut promouvoir en premier son sport-film? Pas tous à la fois. Ça se regarde. Bon, moi je vais commencer. Bah vas-y, fais-toi plaisir, allez. Bon, comme vous le savez, j'aime beaucoup le tennis, mais au-delà de Rafael Nadal, qui a pris sa retraite, Et de Roger Federer. j'adore l'histoire du tennis en fait, et j'adore l'évolution du tennis, voilà, des années 60 par exemple, l'arrivée de l'Air Open jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une époque pas si lointaine que ça, 73. C'était il y a un peu plus de 50 ans, et les femmes trimaient beaucoup pour avoir une place dans le milieu du sport. Et la grosse question à l'époque, c'était l'égalité des gains. Bon, en vrai, c'est encore une question aujourd'hui. Mais Battle of the Sex de Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui est un film qui est sorti en 2017, qui va retracer en fait le parcours de Billie Jean King. Vous voyez qui est Billie Jean King? Non. Ah bah oui, mais tu parles à des personnes qui s'intéressent pas au tennis. Bon, hein. Billie Jean King, c'est une des très grandes figures du tennis féminin, qui est en fait celle qui a claqué la porte à l'association de tennis players, l'ATP, pour fonder la WTA, la Women's Tennis Association, pour promouvoir l'égalité des gains et créer un circuit parallèle à celui que faisaient les hommes, parce que les hommes ne voulaient pas donner des gains équivalents aux femmes. C'était une très grande championne qui à l'époque avait une grande rivale qui était Margaret Court, et les deux s'aimaient pas du tout, c'était deux figures très différentes. Billie Jean King était beaucoup plus progressiste, était homosexuelle mais le refoulait. Bref, à ce moment-là, le tennis féminin a besoin de trouver sa légitimité auprès du public. Et en face, vous avez Bobby Riggs, qui est un gros macho, un vieux numéro 1 mondial de 55 ans qui a une vie un peu nulle maintenant. Bah il est pas mort maintenant s'il avait Si, 55 ans à il est mort, l'époque. mais qui a une vie un peu nulle au moment où le film se passe. Qui se dit, je vais jouer au tennis et affronter des femmes, Ouais. et gagner contre elles. Ah, ok. Et sa première victime, c'est Margaret Court. Et il la défonce. Et il gagne 6-1, 6-2. Donc un score vraiment très méchant qui fait dire à tous les gros machos des médias, dire « Oh bah dis donc, regardez, la plus grande championne de tennis féminin, elle perd contre un vieux crooner de 55 ans. Les femmes, elles feraient mieux de retourner faire la vaisselle. » Un vieux crooner, un vieux croulant, tu voulais dire peut-être plus. Ouais, un vieux croulant. Oh, Honneur, coulant. je vends tellement mal mon film. Mais si. Et du coup, t'as Billie Jean King qui arrive et qui dit « Non mais, stop en fait !» Et qui du coup Je vais te dérouiller. accepte la confrontation face à Bobby Riggs, qui sera donc une des exhibitions les plus médiatisées de l'histoire du tennis. C'est la bataille des sexes, littéralement un homme contre une femme qui gagne. Et c'est trop bien. Et qui gagne du coup? Bah soit tu peux regarder le score sur internet, soit tu regardes le film. Moi j'imagine que personne ne gagne et que c'est ex aequo. En vrai de vrai, Frédéric. Oui. Si elle avait pas gagné, il y aurait pas eu de film. Bah si. Non, ouais. Bah non. Ouais. Elle a gagné. Ouais. T'as tout spoilé.
Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a deux échelles dans ce film. Il y a Billie Jean King qui vraiment prend à bras le corps son combat parce que littéralement, elle va se battre pour la légitimité des femmes sur le court de tennis. Et à côté, t'as un vieux gars de 55 ans qui est incarné par Steve Carell qui lui est juste dans le divertissement en fait. Qui arrive avec une grosse pancarte écrit Sugar Daddy, qui se marre, mais derrière lui, en fait, il y a tous les lobbies machistes, misogynes, qui l'encouragent. Et lui, il se rend pas vraiment compte de tout ce qu'il engendre de mal dans la société. Du coup, voilà. Et vu que le tennis, c'est un sport de 1 contre 1, bah c'est cool parce que c'est une belle image d'opposition, et c'est ce dont parle le film, et c'est très beau. C'est un biopic un peu classique, mais voilà, ça synthétise très bien cette époque, et ça te montre aussi qu'il y avait d'autres combats derrière, parce qu'il y a le combat pour l'homosexualité, il y a le combat pour d'autres libertés. Et le film se termine en disant, c'est bien les femmes, vous avez votre légitimité sur le court, mais il y a d'autres combats qui suivent. Poursuivez le combat. Billie Jean King, Teen Queen. Ok. Je l'aime. Tu l'aimes? Ouais. Elle est trop cool comme meuf. Bon, j'ai pas mal parlé, excusez-moi. En même temps, le tennis, ça me passionne. Ah bah, comme nous, hein, ça se trouve, on va me dire ferme ta gueule, à Julien, on va le dire ferme. Là. Mais non. C'est ce que vous êtes me dire. Non, t'as pas dit ça, nous on a adoré. Okay. Mais oui, passionnant. Mais, c'est cool. Mais ça se trouve, moi, vous allez me dire ferme là. Bah, je sais quoi, pas. ça part de film. quoi, toi? Alors, moi, je vais vous parler de Grand Prix parce que vous savez, je suis un grand fan de F1. Donc, j'ai regardé ce film-là parce que ça fait longtemps que je l'avais repéré, mais je l'avais jamais vu. Donc, Grand Prix de John Frankenheimer, sorti en 66. Donc, le film a 60 ans cette année. Et pour commencer, je vais juste dire que le film dure certes 3 heures, mais sur ces 3 heures, c'est quasi moitié-moitié entre moments de course et dialogue entre les personnages. Donc il y a une moitié où j'ai un peu trouvé le temps long, car je vous avoue que même si le film pose des questions inhérentes au pilote durant ces moments de dialogue, donc alors qu'est-ce qui les motive, quand est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce que ça fait de piloter, bon, c'était pas non plus c'était pas non plus passionnant, quoi, j'avoue. Mais c'est combiné du coup avec l'autre partie, les séquences de course absolument dingues quand on remet le film dans son époque. Grand Prix, c'est une ode à la Formule 1 littéralement, car aussi, je l'ai pas dit, mais dans tous ces moments de dialogue, il y a quand même des situations reflétant les tensions de l'époque, comme la pression médiatique, les conflits entre pilotes et les directeurs d'écurie de l'époque, je tiens à dire. Vraiment, donc c'est vraiment ancré dans une époque, dans son époque de milieu des années 60 de la Formule 1. Donc je vais plutôt m'intéresser sur ce qui m'a le plus époustouflé dans le film, c'est donc les courses. Le réalisateur, il avait un mantra pour filmer le réalisme. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de studio dans le film et que toutes les scènes de course ont été tournées lors de vrais Grands Prix, donc à Monaco pour la scène d'introduction, à Spa ou encore à Monza pour la séquence finale, avec les pilotes professionnels et les voitures de l'époque. Donc ce sont les Ferrari, les BRM ou encore les Eagles de l'époque que l'on voit rouler à l'écran. Et à l'époque, bien évidemment, aucun effet spécial possible, donc tout est filmé directement à la caméra. Donc ce qui fait que les cascades et par conséquent les accidents, bien que prévus et sous contrôle, sont filmés tels quels, ce qui confère au film une sensation de véracité vraiment exceptionnelle. Donc je pense qu'à l'époque, moi j'aurais déliré si j'avais vu ce film en salle, car l'immersion est l'une des plus intenses que j'ai pu vivre lorsque je vois un film, alors que pourtant je dis ça alors que je l'ai vu chez moi. Le réalisateur, il a utilisé des techniques de tournage inédites pour l'époque, avec des caméras embarquées sur les voitures, offrant des plans subjectifs immersifs, et un montage aussi qui a été récompensé aux Oscars, qui alterne entre plusieurs plans succincts mais toujours lisibles et des plans longs qui impressionnent par leur non-interruption, avec des parties également en surimpression et split screen. Le son est peut-être ce qui est le plus impressionnant dans le film, avec les moteurs, les crissements de pneus, tout est millimétré pour immerger le spectateur dans les stands, dans les gradins et bien évidemment dans les voitures. À savoir que les enregistrements ont été réalisés en conditions réelles, avec des micros placés sur les voitures et dans les casques des pilotes à l'époque. Depuis le début, j'insiste sur le fait de remettre le film dans son époque, car je rappelle que le film a 60 ans cette année, ce qui m'en vient à dire que ce film est précurseur et a selon moi influencé toutes les scènes de course-poursuite et de cascade en voiture qui ont suivi. Les caméras embarquées plongeant le spectateur au cœur de l'action, encore plus impressionnant quand on connaît les caméras de l'époque, ultra lourdes et encombrantes, les montages dynamiques et l'utilisation du son ambiant sont devenus des standards pour couvrir les courses automobiles et pour les séquences d'action automobile en général, et c'est pour moi ce film-là qui l'a vraiment mis en place. Et donc, cette combinaison de spectacle et de réalisme ont influencé des œuvres ultérieures comme Le Mans, avec Steve McQueen, Rush, et bien évidemment F1, sorti l'année dernière. Et c'est là-dessus que j'ai envie de finir, c'est avec la comparaison avec F1, car il y a beaucoup de similitudes dans les projets des deux films.
implication de la vie de la F1 de la réalité, avec implication des pilotes, en tant que consultant et même dans la diégèse du film dans F1 sorti l'année dernière, tourné en conditions réelles sur les circuits et immersion dingue dans les séquences de course. Donc bien qu'il y ait des différences dans les histoires et scénarios des films, ils ont le même but, repousser les techniques de leur époque pour capturer l'essence du pilotage, bien que pour moi Grand Prix reste bien plus terre-à-terre que F1, qui a utilisé pas mal d'effets spéciaux quand même, mais quand tu regardes Grand Prix, vu que c'est filmé tel quel à la caméra, tu ne le ressens pas ça, tu sens la sensation de vitesse, la sensation de réel, l'effort qui est fourni par les pilotes et donc acteurs, parce qu'il faut dire que quand même c'est, pour la plupart des plans, c'est les acteurs qui ont conduit ces voitures, donc il faut quand même le faire. Donc pour conclure sur ce comparatif et pour conclure tout court même avec Grand Prix, donc c'est un hommage intemporel à l'âge d'or de la F1, brut et poétique, quand F1 se veut moderne, spectaculaire et technologique. Donc si vous avez aimé F1 et que vous en êtes fan, vous allez halluciner devant Grand Prix. Et même si la F1 ne vous intéresse pas, si vous vous intéressez aux techniques de mise en scène et que vous adorez la technique, un peu comme moi, Grand Prix est un incontournable. Et Fast and Furious dans tout ça? Et bah moi je pense qu'il y a des plans qui sont inspirés de Grand Prix dans Fast and Furious. Oh. Je pense, parce qu'en fait la façon dont c'est monté et mis en scène, ça a influencé tout le monde pour C'est un moi. peu le Texas Chainsaw Massacre Des films de course. Waouh. Et Need for Speed? Je l'ai pas vu ça mec. par Et contre. Gran Turismo. Et Le Transporteur? Moi je pense que à un moment donné, Et Cars. tous les réalisateurs de ces films là, ils ont dû voir Grand Prix parce que c'est pas possible autrement. Et Transformers? Franchement, ouais. Ok. Et Sam le pompier. Non mais vraiment, moi j'ai halluciné devant le film quand j'ai vu ces plans et je me suis dit ah ouais mais à l'époque avec les caméras qu'ils avaient et tout, mais avoir ces idées de mise en scène là, Je sais. Et Maximum Overdrive. Ah. Non mais ok, Non, mais c'est un peu le. je pense que c'est le maître étalon de tous les Ok. films et de toutes les séquences qui impliquent des voitures, Et après, qu'elles soient quotidiennes ou voilà, de course. pas spécifiquement des films sur la F1, mais des films avec des voitures Oui, et je- des vitesses, oui, genre je pense que Speed voilà. ou voilà, des trucs un Ouais. peu comme ça. Non mais même des séquences de voitures classiques, puisque Mhm. vu que t'as pas le fond vert derrière et tu le sens que t'as pas le fond vert Ouais. derrière comme tu pouvais avoir sur pas mal de films de l'époque, là franchement je pense que ça amène tout le monde. Je pense que la séquence de French Connection là, dans la séquence de course-poursuite dans French Connection, il y a beaucoup de similitudes avec des plans qui ont été faits dans Grand Prix. Ah, donc, Eh ben, intéressant. toi tu parles de voiture, et lui il parle de corps. De corps athlétique sur le ring. De corps déchiré par la douleur. Je vais parler pour le dossier sport de The Wrestler de Darren Aronofsky. Donc ça raconte l'histoire de Robin Razemski, qui est une ancienne gloire du catch, une idole déchue des années 80 qui à la fin des années 2000, le film est sorti en 2008, subit ses besoins entre petits combats régionaux et travail à temps partiel en supermarché. La particularité du catch, c'est que c'est un sport spectacle ou un sport divertissement, parce que tous les résultats sont prévus à l'avance et aussi une bonne partie du combat, même s'il peut y a une grande part d'improvisation qu'il y ait dedans, mais cependant, c'en est pas moins une discipline c'est quand même une discipline qui est hautement athlétique et qui met à rude épreuve le corps, et ça le film il le montre très bien, parce que le film s'ouvre justement sur un combat de catch et tu vois que le corps de Robin, donc son nom c'est Robin mais son nom de scène c'est Randy Robinson le bélier, son nom de ring, tu vois qu'il a un corps qui est vraiment abîmé, qui est blessé, et justement ça montre aussi j'arrive pas à trouver mon terme, je vais dire les coulisses, mais ça montre l'arrière-plan du catch, voilà, qui est que pour tenir toutes ces performances, pour pouvoir faire ça, en fait, la plupart des catcheurs, et c'est le cas même pour un catcheur amateur qui est dans le film, c'est de prendre énormément de stéroïdes. Et sauf qu'en fait, à bout d'un moment, Randy finit par payer ses excès, il fait une crise cardiaque et les médecins lui ordonnent de plus remonter sur le ring, et tout. L'enjeu du film, ça va être ça, c'est comment Randy, qui a consacré justement sa vie au catch, peut faire autre chose de sa vie, comment il peut se reconstruire. Et comme Marty Suprême, le sport il va vraiment être utilisé pour dresser un portrait social du personnage de bord, c'est-à-dire que c'est presque un prétexte, presque secondaire, même s'il est très présent dans le film, le catch. C'est pas un film comme Iron Claw, où on va voir du catch tout le temps, c'est vraiment le personnage de Randy qui nous intéresse, et tout le monde dans le film, que son âge d'or à Randy il est terminé, en fait il s'accroche totalement à un passé qui est révolu. Je trouve qu'il y a une scène qui marche très bien dans le film et qui le montre bien, c'est qu'il vit dans un mobil-home. Donc il a une vie assez modeste, et en fait dans ce mobil-home il joue parfois avec les gamins du quartier, et il joue à un jeu, alors je sais plus si c'est sur Super Nintendo ou Mega Drive, mais il joue à un jeu de catch, et ce qui est très marrant c'est que sur ce jeu de catch il incarne son propre avatar, et en fait au bout d'un moment le gamin qui joue il arrête de jouer parce qu'il préfère aller chez un copain lui pour jouer à Call of Duty. Tu vois en fait l'écart vraiment de monde qui sépare Randy de la réalité.
Et du coup, The Wrestler, c'est vraiment un film sur les coulisses du catch, donc la coulisse, comment le catch est mis en scène. Hein, donc tu vois les catcheurs prévoir dans les vestiaires comment ils vont orienter le match, mais c'est surtout une vie sur les coulisses de la vie de Randy et dans la vie quand il n'incarne plus le bélier, qui est en fait vraiment un personnage de théâtre. Et c'est du coup cette question de cette vie modeste. Donc tu as cette trivialité du travail au supermarché qui est vraiment mis en parallèle. Donc d'un côté tu vas voir Randy qui fait des prises au-dessus de la troisième corde, mais à un côté tu le vois couper du steak au supermarché. Tu as aussi des scènes avec ces conventions de fans où en fait il n'y a personne, parce que c'est vraiment une star des années 80 que tout le monde a oublié. Et derrière tout ça il y a toute cette question de est-ce qu'il va pouvoir nouer une relation amoureuse, notamment avec une stripteaseuse? Est-ce qu'il va pouvoir renouer avec sa fille qu'il a plus ou moins abandonné parce qu'il a consacré toute sa vie au catch? Et vraiment The Wrestler, ça pose toutes ces questions. C'est vraiment un film qui s'inscrit dans toute cette idée de l'anti-American Dream, c'est-à-dire de stars déchues qui ont cru pouvoir rester au sommet tout le temps et qui ne le sont plus. Et je trouve que c'est un très beau film sur ce que tu es amené à faire et comment tu vis quand tu as consacré toute ton existence à une passion. C'est marrant, je repense au film qui était sorti l'année dernière, c'était The Last Showgirl. J'ai un peu l'impression que c'est la version féminine de The Wrestler. C'est la même chose, et c'est pour ça que j'avais moyennement aimé The Last Showgirl. Je trouvais que ça... En fait, The Wrestler avait déjà tout dit, mais c'est vraiment le même concept. Et en fait, voilà, j'ai oublié de le dire, ce que j'ai oublié de lire, mais ce que font les deux films, c'est que The Last Showgirl utilisait Pamela Anderson comme icône, et là, en fait, ils utilisent Mickey Rourke dans The Wrestler, et Mickey Rourke, c'était une star dans les années 80, qui est totalement tombé dans l'oubli. Et pareil, Mickey Rourke, il a abusé de tout ce qui est auto-bronzage, stéroïdes et tout, donc il est presque totalement défiguré. Alors c'était un putain de léger, vraiment. Ouais. Dans le Rusty James, je le trouve tellement beau. Et donc maintenant, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Fred, il adore la natation et il va nous parler du grand bain. Alors, le grand bain. Non. Mais techniquement, on peut essayer de trouver le sport, finalement. Le sport, qu'est-ce que c'est? Le sport, c'est la relation entre des corps, c'est l'affrontement, c'est la compétition, mais c'est aussi l'amour. Tu vas où? J'essaye de trouver quelque chose. C'est l'amour. L'amour. Ouais. Donc moi, je suis allé voir le mystérieux regard du flamant rose. C'est quoi le rapport? Pas du tout un film de sport. Fred ne participe pas au dossier du sport. Je ne participe pas au dossier du sport. Je voulais parler de Rocky, puis je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir un film un peu au cinéma actuellement, et je suis allé voir donc, ce film. Du coup, je vais vous parler le regard mystérieux le mystérieux regard du flamant rose. J'étais intrigué par ce film parce qu'on l'a présenté comme un western queer, et je me suis demandé ce que pouvait donner un western queer. Donc en fait, le film raconte l'histoire de Lydia, une jeune fille qui vit en fait dans une communauté de femmes transgenres. Ça se passe dans les années 80 au Chili, et en fait le concept de western, je le comprends parce que ça se passe vraiment dans un endroit désolé où on trouve vraiment une petite communauté. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le western, c'est-à-dire que donc déjà dans le cadre, dans le côté aussi un peu marginalisation de personnages, donc cette communauté. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que là où dans le western, on va souvent avoir tendance à retrouver la quête d'une vengeance, parce qu'en fait dans le film, le personnage de Lydia, sa mère adoptive, qui s'appelle le Flamant Rose, en fait dans cette communauté, toutes les femmes ont des pseudos d'animaux, se fait tuer par un ex-amant, qui est atteinte d'une maladie qu'elle-même lui a transmise. C'est-à-dire que dans le film, on pointe du doigt ces femmes comme les personnes qui ont créé une espèce de peste qui sévit dans tout le village. Et donc ce personnage est tué, et on s'attend du coup à ce que ça soit comme tout western, une espèce de quête de vengeance, où vous avez un personnage qui voyage de décor en décor et qui veut se venger, alors qu'en fait là, au lieu que ce soit une quête de vengeance, on tombe vraiment dans une quête d'apprentissage, où vous avez en fait... Moi, de ce que j'imagine du western, c'est surtout des plans d'ensemble, c'est des panoramas, c'est très identifiable le western. Et en fait, là, le réalisateur, il préfère plutôt se concentrer sur des huis clos, vraiment rester avec cette petite société, faire beaucoup de plans rapprochés. Et au lieu de tomber dans la haine et dans le manichéisme, on tombe vraiment dans un film qui est juste là à nous montrer en fait les portraits de ces femmes, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu arriver à ce stade-là, comment on a pu arriver à un moment où en fait ces femmes se sont enfermées entre elles. Et je trouve que tout le film est hyper beau en fait. Moi, j'attendais pas du tout ça d'un western. J'attendais vraiment à du sang, de la colère, de la vengeance. Et quand on voit un film où on passe notre temps à voir juste des femmes qui se parlent, qui s'écoutent, qui se comprennent, qui s'aiment, qui en fait choisissent plutôt la guérison plutôt que la vengeance, bah, c'est assez intéressant. Le film aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il tombe énormément dans l'onirisme. C'est-à-dire que par exemple, le film devient presque un conte où en fait ces femmes ont le pouvoir de transmettre l'amour, mais qui est aussi un poison,
avec une espèce de liquide blanc qui traverse leurs yeux et qui atteint les hommes qui sont amoureux d'elle. Et il y a un truc assez beau et c'est très lyrique, très beau. Et western queer, ouais, pour le coup, il porte bien son nom et c'est assez intéressant. Je trouve que le western, c'est vraiment un genre qu'on peut totalement modifier, trouver des nouvelles choses. On avait parlé avec Black Dog l'année dernière, qui justement parlait d'un contexte politique en Chine. Il y a aussi le western un peu féministe avec Kelly Richard. Et là, je trouve que vraiment le genre est hyper bien manipulé et c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce que je fais ? Le bingo, là. Ouais. Mais, Ça va, t'as pas changé d'avis. Mais attends, attendez. Mais ouais, non, sinon, le sport, bah, c'est ça le sport, les gars. C'est le sport de l'amour. C'est le sport cérébral. C'est le sport cérébral. De trouver des transitions pour C'est annoncer ça. que Donc je suis dans la thématique. que je vais faire le Joker. L'amour, c'est nul. Alors que les fins. Non, en fait, de base, je voulais parler des morts des personnages, et je me suis dit, non, les morts de personnages, c'est trop radical. Parlons. Enfin, déjà, ça spoil, ça va être une zone spoil, hein. Ok. Mais parlons des fins de personnages. Ok. Donc pas forcément comment il meurt, mais comment il termine, c'est-à-dire quel est l'accomplissement d'une trajectoire d'un personnage. Parce que finalement, c'est ce qu'on suit dans un film, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'un point A, on nous présente un personnage, ses qualités, ses défauts, il va avoir des péripéties, où va-t-il aller ? Et par exemple, moi je sais que une de mes fins de personnage préférés, genre un des accomplissements les plus beaux que je connaisse, c'est la fin de Truman Show. Vous me suivez ? Oui. Voilà. C'est-à-dire que le personnage découvre la réalité de sa vie, ne se dénature jamais de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un homme pétri de bonnes intentions et tout à fait bon. Et voilà. Et il conclut par exactement la phrase par laquelle on l'introduit, mais avec la révélation de sa vie en plus. Je trouve ça magnifique. Je trouve que Jim Carrey le porte merveilleusement bien. Bref. Et une autre fin, par exemple, que je n'aime pas, qui est pourtant dans mon film préféré, The Dark Knight, le Joker. Après, c'est des circonstances, mais le Joker n'a pas de fin. Il devait en avoir une dans la suite, non ? Voilà. C'est ce qui le rend un petit peu mystique, parce que c'est un personnage qui n'appartient qu'à un deuxième film dans une trilogie, et qui laisse un chaos total sans jamais réapparaître. Donc quelque part, c'est un petit peu beau, mais moi, la dernière image du Joker dans The Dark Knight me frustre systématiquement. Dans le fait qu'il rigole, on le chope. Enfin. Donc voilà, ça c'était deux exemples que j'avais de fins de personnages que j'aime bien, pas forcément des morts, mais est-ce qu'il y a un parcours de personnage qui achemine à une finalité qui vous marque particulièrement ? Écoute, en fait, moi, c'est quand j'avais commencé à me mettre à regarder des films, donc en seconde, donc c'est très vieux, un des premiers films que j'avais vu dans la longue liste des films classiques, c'était La haine de Mathieu Kassovitz. Et un truc que j'avais beaucoup aimé dans le film, justement, c'est la trajectoire des personnages. C'est-à-dire que l'idée, c'est que t'as vraiment trois personnages. Je sais pas si tu l'as vu. Si. Oui, voilà, donc t'as Hubert, Saïd et Vince. Et en fait, chacun incarne plus ou moins un pôle. Vince, c'est le mec très énervé qui va vraiment être hostile à la police. Hubert, c'est plutôt le mec conciliant qui veut plutôt réconcilier la police et les gens du quartier. Et Saïd, c'est vraiment le mec qui est en milieu et qui fait vraiment le pont entre les deux. Et c'est-à-dire que, du coup, je spoil la fin de La haine. Hein. Vous avez tous vu La haine ? Oui. Bon, spoil la fin de La haine, c'est qu'en gros, le gros nœud dramatique de La haine, c'est que c'est toute une journée, 24 heures d'une journée de trois mecs qui attendent de savoir si leur pote qui a été interpellé par la police va mourir ou pas des suites de ses blessures. Ils apprennent qu'il meurt, Vince veut se venger, et finalement il renonce à la vengeance, mais finalement il se fait lui-même tuer par un policier. Et à la fin, Hubert, qui était le pacifiste, braque le policier. Et en fait, le film finit sur les yeux de Saïd. Et en fait, tu n'as jamais vraiment la suite. Et je trouve la trajectoire de personnage très intéressante parce que tout est inversé finalement. Et voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, cette fin. Ça fonctionne sur un super trio, ouais. Ouais. Et c'est brut en plus. Et en fait, je trouve que la fin de ce personnage vient vraiment te cueillir, tu t'y attends pas, parce que le film est prêt à finir, c'est-à-dire que tu dis, Vince a fait plus ou moins sa rédemption, et en fait, tout change d'un seul coup. Donc j'avais trouvé ça très fort à l'époque. Moi, une fin, je vais rester dans les frères Safdie, et comme on peut spoiler, je vais m'en donner à cœur joie. La fin de Uncut James, je la trouve incroyable, parce que, en gros, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que Adam Sandler, du coup, il a un objectif, et en fait, pendant tout le film, il est aveugle
par rapport à, en fait, dans un film, donc on a un personnage qui a un objectif, mais il faut pas oublier qu'un personnage a des adjuvants et des opposants. C'est-à-dire qu'il peut céder d'autres personnages pour atteindre son objectif, tout comme on va avoir des opposants qui vont tout faire pour l'empêcher. Et en fait, donc dans le film, Adam Sandler doit de l'argent, une très grosse somme qu'il n'arrive pas à rembourser. Et à un moment, il réussit à trouver de la thune, et il se dit, mais tu sais quoi, je vais miser toute cette thune pour avoir encore plus d'argent. Et t'as le mec qui est en mode, mais mec, tu me donnes de l'argent, je vais te tuer. Enfin, il veut le buter, quoi. Il veut l'attraper. Et le mec, il est vraiment réconforté dans son truc, genre, non, t'inquiète pas, on va réussir. Et à la fin, finalement, personne n'y croit. C'est-à-dire que même le spectateur ne croit plus en la chance de Dan Sandler, parce qu'il n'a pas de chance depuis le début du film. Et finalement, il réussit à gagner, genre, un énorme pactole. C'est-à-dire qu'il mise un truc, il gagne toute la thune, et la seconde d'après, il se fait buter. C'est terminé. C'est-à-dire que le gars a atteint son objectif. Il a atteint ce qu'il avait prévu, il fallait l'écouter, il avait raison. Mais tous les adjuvants possibles qui étaient là pendant le film se sont transformés en des opposants. Et à la fin, bah mec, ferme ta gueule en fait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma, surtout des frères Safdie, mais je pense aussi dans d'autres formes de films, c'est d'atteindre un objectif tellement d'être omnibulé par quelque chose qu'on se rend pas compte qu'à côté il peut y avoir une fatalité qui peut trop tomber dessus. Et j'aime beaucoup les personnages qui justement sont trop omnibulés par quelque chose et qui se prennent le revers de la médaille, quoi. T'as vu l'impasse de De Palma ? Non. Bah tu devrais beaucoup aimer parce que c'est vraiment ce type de personnage, c'est vraiment le mec qui pourrait s'en sortir, qui veut s'en sortir, mais en fait juste la vie lui dit non. En fait il a une succession d'événements qui amènent à sa propre fatalité. Et spoiler oui et non, parce que le film commence sur ça, c'est la mort du personnage. Et en fait ce qui est super intéressant avec ce film, c'est que tu vois comment il en arrive là. Et pareil, ça se joue dans les dernières minutes. Et c'est un personnage qui mérite de s'en sortir et qui s'en sort pas. Alors que là non, moi il mérite pas. Parce qu'il fait tout. C'est marrant parce que ça me fait penser à Casino de Scorsese, qui s'ouvre effectivement par la mort de son personnage. Et c'est marrant. Mais voilà, je suis désolé Jérémy. Non, bah, tant pis. Tant pis. Tant pis, C'est pour ça que je suis aussi dur avec Marty Suprême, peut-être parce que j'étais tellement attaché à ces personnages qui finissent mal, qu'à la fin de Marty Suprême, je suis un peu en mode... Est-ce que finalement t'aurais pas préféré Marty Suprême, un truc de il finit par être accepté au championnat du monde, il bat le japonais mais il apprend que sa femme est morte et sa fille qu'il les a abandonnés techniquement. La meuf est sur le point d'accoucher, il l'abandonne, quoi. Tu vois, il y a un truc, je trouve que c'est trop simple en fait. C'est trop optimiste pour moi. Jérém, est-ce que tu trouves, parce que j'ai un exemple pour toi qui devrait te parler. Spoil-moi Jérém. Non, mais j'avais pensé à un truc en termes de parcours de personnages, etc. Récemment, un des parcours de personnages qui m'a le plus marqué, ça reste quand même l'histoire de Suleiman. Ah zut, je pensais que t'allais sortir le trou. Mais c'est vrai que le trou, le dilemme ultime est assez ouf. Hein. Mais non, c'est dans le parcours de personnage qui m'a marqué dans un film sorti récemment. Ouais, ce serait plutôt l'histoire de Suleiman parce que ça paraît authentique. Et ça l'est. Ça l'est d'autant plus. Je sais pas si vous avez vu les dernières news. Oui, j'ai vu la dernière news. Sur l'acteur, en fait, il travaille. Il devait bosser avec Ladjli sur le Diable Noir, là, mais vu qu'en fait, il a pas de. Ses papiers sont pas finalisés, c'est pas totalement en règle. En fait, il pouvait pas tourner sur le tournage, donc pour l'instant, juste il bosse. Il est mécanicien. Ouais, il a dit qu'il aimait en plus son taf, je crois. Ouais, mais du coup, en fait, il a pas de carrière d'acteur pour le moment. Ok. Ouais. Mais ça me frustre pour cet acteur parce que je me dis, là, on est encore un peu dans la hype de Suleiman, mais si ça se trouve, d'ici 2 ans, une fois que ses papiers seront finalisés. Après, le mec de base voulait pas être acteur, tu vois, c'est un peu le paradoxe du genre de film, c'est des films qui fonctionnent très bien parce qu'ils sont très réalistes, c'est-à-dire que ça prend un mec qui n'est pas du tout acteur, qui raconte quasiment sa propre histoire. Et du coup, voilà. Après, c'est sûr que s'il peut être acteur, c'est une belle histoire, mais au début, le mec était chaud pour être mécanicien. Mais c'était ton exemple à toi, Jérém, Suleiman. Mais c'est juste le parcours du personnage qui m'a marqué. Donc c'est voir par toutes les galères dans lesquelles il passe. Le successeur aussi. Vous avez kiffé le successeur. C'est génial. Allez, on va spoil. Allez. J'ai pas vu non plus. Sans spoil, c'est juste que pareil. En fait, tout est une question d'engrenage, mais vraiment le successeur, c'est génial. C'est une question d'engrenage, et même dans les moments où tu pourrais dire ouais non mais c'est trop. Quand t'arrives, en fait, t'as vraiment un gros twist à la fin pour le coup. Et sinon, en fait, un film récent qu'on a tous vu en termes de trajectoire qui m'a marqué, Juré numéro 2. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment sur les fins ouvertes un peu. Oui, surtout que fin très ouverte, et c'est le genre de personnage, tu sais qu'il est en tort, mais pareil, t'as une envie qu'il s'en sorte. Moi, il y a une fin que je citerai, qui n'est pas du tout conventionnelle dans un film qui est pourtant extrêmement apprécié. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on attend d'un personnage principal, qu'il soit héros ou anti-héros? C'est que soit il gagne et il gagne ce qu'il mérite, soit il meurt ou il perd. Il y en a entre deux. Et il y a les films où le personnage a déjà tout ce qu'il veut au début du film et où il va perdre tout ce qu'il a sans forcément mourir, sans forcément gagner quoi que ce soit, sans avoir de rédemption morale. Et à cela, je dirais Les Affranchis
Oui, de toute façon, tous les films de Scorsese. Ouais, mais En les général, affranchis en particulier, parce que quand tu quittes le personnage, c'est plus que d'avoir perdu, c'est juste que il est toujours resté le même. Il est encore ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah, c'est un minable. C'est minable, il a juste la fin, c'est littéralement quelqu'un qui est qui a le seum en fait. Ouais. Voilà. Et j'adore cette fin. Moi, peut-être un film récent qu'on avait vu avec Jérém, c'était Together. Que je J'y trouve ai très- pensé aussi quand j'ai fait ma liste. C'est très quand j'ai intéressant vu toute la parce liste. que c'est un peu ce qui fait le plus peur au personnage, un peu l'antagonisme du film qui devient finalement la solution parce que les personnages finissent par accepter de fusionner. C'est ça. C'est. Alors que pendant tout le film, c'est l'atrocité, la frayeur de fusionner qui est dégueulasse, quoi. Ouais. Et à la fin, c'est l'acceptation de, bah, en fait, si on va fusionner ensemble. Ouais, pour que deux personnages n'en deviennent plus qu'un. On a dit C'est qu'on ça. spoilait. Hein. On spoil, on s'en Vous avez vu Red Rocket ou pas? Non, Non, Ah, personne l'a vu? non. Ok. dommage. Non, bah juste Ah, après. bah si, Red Rocket, excuse-moi. Oui, de Baker. Si, j'adore. Bah, c'est pareil, c'est vraiment le genre de personnage c'est vraiment un personnage minable, hein. Mm. Mais c'est un personnage qui est minable, qui fait plein d'entreprises pour essayer de s'en sortir, Ouais. et malgré tout. Il arnaque tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est un peu un peu à la Marty suprême en vrai. Et à la fin, comment ça se passe déjà? C'est qu'il le prend dans la gueule, quoi. Il arrive Oui, pas en fait, il finalement s'en sort pas spécialement, et en fait, la fin est très ouverte, c'est vrai que tu sais pas vraiment si c'est la réalité ou si c'est lui-même qui rêve, même si ça pousse plus vers le rêve qu'autre chose, mais voilà, c'est vraiment cette idée d'être qui est minable. Et en film récent, que je sais que vous avez tous vu et je vais vous questionner, The Substance. Ah. Quelle appréciation avez-vous de la finalité de The Substance? Parce qu'on quitte The Substance avec énormément d'effets qui sont très, très puissants et qui te laissent avec le film comme la sensation d'avoir été secoué, mais c'est presque comme si tu oubliais le personnage. Bah, il y a, comme ce qu'on Non. dit, un syndrome un peu Icare, quoi. C'est des Oui, c'est un personnages Icare qui ça, brousse les ont- ailes. Littéralement qui ont ça. qui ont volé trop près du soleil, les deux, en fait, les deux facettes se sont brûlées les ailes, quoi. Et depuis, en fait, dès qu'elle appelle, en fait, elle a perdu. Hein, pour Mais un long film. moi, je pense que j'aime bien ce genre de film parce que je pense que c'est un effet très cathartique Mm. en tant que spectateur. C'est-à-dire des personnes qui veulent se brûler les ailes, c'est très universel. Et en fait, ça te renvoie toujours ce message il faut savoir s'imposer des limites. Mm. Est-ce que maintenant vous trouvez des fins de personnages, des parcours qui vous font... Là, vous hérissez êtes les très poils. énervé, ouais. ok. Jamie Lannister dans Game of Thrones. Ah, Voilà. Non, mais, Ah, moi, j'aimais bien, moi, ça. Fin. non, mais littéralement, si tu veux ruiner une écriture de personnage, Jamie Lannister, Game of Thrones. 50% des personnages de Game of Thrones. Oui, Je suis techniquement. pas d'accord. Sérieux? Bah moi depuis le début on te montre l'amour qu'il porte envers Cersei. Je ne voyais pas Jaime survivre et finir avec Ben, tout, Be- tout l'arc de Jaime, justement, à partir de la saison 4, c'est ça. C'est-à-dire que Jaime, c'est un personnage que tu n'aimes pas parce qu'il fait ce qu'il a fait. Ouais. Et en fait, tout cet arc de rédemption, pourquoi tu le suis, pourquoi il devient un personnage principal, c'est parce qu'il rejette tout ça. Et en fait, tu te rends compte que pourquoi c'est une mauvaise personne, c'est qu'il a fait un acte dans sa vie qui était de tuer le roi fou, alors que le roi fou allait cramer tout Port-Réal. Bon, il y a aussi Et on lui a poussé- dit que c'était un homme déshonorable, alors qu'il n'est pas plus que les autres. il y a Et du aussi- coup, il s'est comporté comme une mauvaise personne à cause de ça. Et tu te rends compte qu'en fait, il a un meilleur fond, oui. et que il se bat pour des valeurs, et que dans le dernier épisode, il renvoie toutes ces valeurs Ouais, il les renvoie, il les abandonne finalement. Ouais. pour Cersei. Ça reste un choix. Voilà. Mais un Je trouve choix, que c'est une mauvaise fin de personnage. Tu veux que je regarde Game of Thrones après ça? Ça fait 15 ans que c'est sorti. Hein. Ouais, mais non, Fred, il m'a bassiné tout à l'heure pour que je mate absolument Game of Thrones. Là, non, j'ai pas envie. Excuse-moi. Alors une fin qui m'énerve. Ouais, une trajectoire de personnage. Ça partait bien m'insupporte. presque, et finalement ça... Ah non, moi j'allais dire les films de Prometheus et Alien Covenant parce que les personnages sont tous cons, donc ils méritent ce qu'ils ont, donc ouais. Bon. Oui. Bah, moi, j'avais pas aimé la fin de A Star is Born. Ah oui, je Voilà. l'ai pas vu. J'ai vu que la version avec Bradley Cooper. Donc, généralement, les A Star is Born, j'ai cru comprendre que c'est toujours très tragique. Mais j'aime pas la fin. Qui l'a vu Je l'ai vu. J'aime Ouais, pas la j'ai fin vu. qu'on réserve au personnage de Bradley Cooper, tu vois. Genre, en fait, pour moi, c'est pas un personnage qui s'en sort au sens, non, mais au sens large. Ah, mais j'ai une idée qui vient de popper, putain, un développement de personnage que j'aime pas et que. Joker, bordel de merde! On peut arrêter les... Pardon, Mais- les Joker. Impossible pour moi. En fait, j'aime pas ce qui est fait du personnage et donc le parcours qu'il a, je l'aime pas. Je sais pas, je sais que vous Mais appréciez plutôt bien ce film-là. je pense- autour de la table. Rien que par rapport au premier film. Ouais. Ah oui non, là j'ai pensé uniquement au premier film. Je t'avoue, j'ai pas pensé au deuxième. J'avais Ah ouais. oublié même que le deuxième existait. alors, Après, le je temps pense d'un que le instant. Joker, c'est plus la réception qui en a été faite par le public que le film en lui-même. Non, je sais pas, j'aime pas le personnage en lui-même. Parce que pour le coup, moi, je trouve que le Joker, je trouve que c'est un bon parcours de personnage, justement.
Comment Ah, tu passes de paria à roi. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, j'aime bien Boys the Fred, mais c'est vrai que le parcours du personnage Ah de ouais, Joaquin C'est vrai, Phoenix, c'est vrai. bah, ça avance pas vraiment, et à la fin, t'es juste en mode, bah mec, tu te retrouves juste face à des testicules. Bon, en fait, j'aime Et pas un peu- Joaquin Phoenix, en fait. Non, je dis- Non, j'adore le film, mais c'est vrai que le parcours du personnage ne. Après, bon, le film est assez spécial, je sais même pas si on Ouais. peut parler vraiment de parcours en soi. Bah, c'est un parcours, Si, c'est si. le but Ah, du si. film. C'est le but du film, et tu vois, bon, bah. Bah, quel parcours assez alambiqué, Ouais, qui mène finalement pas vers grand c'est chose. vrai, ça peut être frustrant. T'as pas parlé de Hit? Pas Oh de oui. Hit, le clown Hit de Niro. Ah, pardon. Ah oui. Oui. Oui, bah voilà. Oui. Bah écoute, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, oui, c'est vrai que le final est... Parce que je trouve, moi, ça, on en a déjà parlé, je suis pas un grand fan de Hit pour plein de raisons, mais j'étais d'accord avec toi, je trouve que la trajectoire de personnage, notamment celle de Val Kilmer aussi, Oui, ah oui, celle de Val- Val Kilmer en vrai, Ouais, elle est très belle. Mais c'est vrai que ça fonctionne tellement sur un duo, et je retiens carrément plus les péripéties que la finalité, même si le climax du film m'a extrêmement... Non, si t'as raison, c'est dingue. en vrai c'est vraiment la fin des personnages. Ouais, c'est dingue. Moi, je finirais avec une fin extrêmement douce pour des personnages d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais Fred l'a trop vu, Les Évadés. Oui. N'est-ce et- pas la plus belle manière de quitter des personnages? Oui, c'est vrai. C'est très optimiste. Et en Ouais. même temps, on ne sait pas ce qui va venir. Peut-être qu'ils vont se détester en dehors de la prison. Peut-être qu'ils s'aiment pas. Peut-être qu'en fait, s'ils s'aimaient que dans la prison et qu'en fait, une fois en liberté, ils vont se détester. Peut-être c'est des criminels hyper dangereux qui vont rocher d'autres personnes. Peut-être vont, qu'on va tu vois, les arrêter, ils vont revenir en prison. Bah ouais, peut-être qu'ils vont plus kiffer leur bromance en prison. Qui sait. Moi, c'est ce genre de fin ouverte que j'aime beaucoup, moi, c'est Good Will Hunting. Parce qu'à la fin, on te plante le truc, donc le mec se ressaisit, il veut retrouver la femme qu'il aime et qu'il a jetée comme une petite poupée. J'hésite de dire des insultes, c'est pour ça que je me contre. et il part avec la petite musique des John Smith en mode ouais, mec, vas-y. Mais tu sais pas comment ça va se passer. Le gars il va arriver, la meuf sera en couple avec un mec, il va faire bon bah. Ok. Puis même Seigneur des Anneaux, comment on quitte les personnages du Seigneur des Anneaux, c'est beau. Oui, c'est beau, et en même temps, Ça, c'est- qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que c'est vraiment bien? Mais voilà, c'est les plus belles fins, c'est les fins où t'es triste de Ouverte. quitter les personnages, mais Bah, c'est beau. Une des plus belles fins en vrai, parce que je l'ai revu, c'est Indiana Jones 3, le second oui. crépuscule avec ces personnages enfin cette balade à cheval sur le crépuscule. Voilà, et en sachant que il n'y aura pas de suite après celui-là, avant le 4 qui sortira genre 20 piges après, mais même 30 ans après. Non, 91, la dernière croisade, 2008. 89 Ouais. Ah ouais. 89-2008, ouais. Ouais, 20 ans. Sinon, une belle fin, c'est Spider-Man 3. Je trouve ça cool de terminer un film de super-héros par juste un slow entre Peter Parker et Mary Jane. Ce qui n'est même pas une fin en soi, puisqu'il y avait un cadre de prévu. Oui, mais tu Mais vois, c'est- ça se termine assez bien quand même, Ouais. tu vois. Bah, ça se termine bizarrement, parce que C'est triste. tu sais pas s'ils vont se remettre ensemble. Tu les quittes sur un deuil, et finalement, ce Ouais. qui les réunit, c'est le deuil. C'est particulier comme fin, mais en même temps, c'est fort. On pourrait quasiment. On pourrait quasiment partir sur un autre thème, c'est les fins alambiquées, tu vois. Ouais. Hmm. Un peu comme, pour terminer, je pense que vous avez pas vu Freak and Geeks, la série? Non. Non. Bon, en fait, en gros, Freak and Geeks, c'est une série qui avait été très populaire, mais qui a été annulée en cours de production. La prod a dû se battre pour que les épisodes soient diffusés. La prod les a diffusés dans le mauvais ordre, donc ça n'avait aucun sens. Bref, c'est tragique cette série, un peu comme Twin Peaks en termes de rapport producteur-réalisation. Et du coup, en fait, il devait y avoir une saison 2, et la saison 1 se finit avec un personnage qui part dans un bus, qui devait partir en camp d'été, qui décide de partir avec ses potes en vacances et tout. En gros, c'est vraiment la rébellion du personnage, et il n'y a pas de suite. Et t'as plein de trucs qui sont laissés en suspens sur la relation de plein Non, de mais là, on persos. pourrait mettre sur le Joker, c'est des séries où ça t'annonce une saison 2, une saison 3, et en fait, ça ne se fera jamais, et t'es en mode, bah, c'est triste. Mais il faut finir, Il messieurs. faut finir. Il faut finir notre trajectoire. Comment allons-nous finir notre trajectoire dans cet épisode? Prends ta guitare, mec. Elle est pas sous ma main. Ok, bah, chante un truc. Into lonesome cowboy. Non, non, non. Ok, c'était donc DCP. Non, mais j'allais dire en revers, du coup, d'un revers de main, je sais pas. Ouais, le ping-pong. Ah, ouais. vous voulez vraiment finir chaque épisode sur des jeux de mots nuls? Non. Ça peut devenir un rituel, moi ça me va. Oui, ça peut être. Bah, vas-y. Moi ça me va. Ça peut faire une case sur le bingo. Hein. Ouais. Ou tu peux finir de manière classique. Tout en beauté, tout en minimalisme. Minimalisme? Oui, allez, vas-y. Fin. Bon, Bah, vas-y. bah, on se retrouve dans 2 semaines, mes amis, pour une émission sur je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui sort dans 2 semaines? On va voir Bride, donc peut-être Oui. moyen de parler de la fiancée de Frankenstein. De l'amour, enfin! De l'amour, putain. Petit. On fait ton Joker, ok? On est vraiment parti dans tous les sens.
L'émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok. Et donc, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines pour Salut, Bright. dans 2 semaines. Ciao. Ah oui, puis il y a les Oscars. Les Oscars, oui. Et César aussi. Oui, César, on a complètement manqué le coche. Ok. À plus.